Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, nous partons à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. À Paris, rue Juliette démocratise les courses sans emballage, jetables grâce à la consigne en s'adaptant à chacun. Cette épicerie solidaire emploie 3 personnes en situation de handicap grâce à un partenariat avec l'ESAT Paris 13 de l'ANRH. Pour ce podcast, nous avons recueilli le témoignage de Juliette Francequin, la fondatrice de la rue Juliette. Bonjour, je suis Juliette Francequin, j'ai 48 ans, donc c'est une vraie reconversion professionnelle dont on va parler aujourd'hui. J'ai eu plusieurs vies avant le projet rue Juliette, qui est aujourd'hui une boutique physique et en ligne pour faire ses courses sans emballage jetable. D'accord. Où est-ce que nous nous trouvons ? On est au 1 rue Trollette-Prévost, dans le 13e, qui est tout près de la porte d'Ivry. Alors en fait, ce changement de parcours, il est né d'un rêve qui n'avait rien à voir, qui était celui de faire un tour du monde en famille, et qu'on a pu faire avant le Covid, on a eu cette chance. L'idée, c'était de voir les beautés de la Terre et de les montrer à ma fille. Et en réalité, on a vu les beautés de la Terre, on a rencontré des gens formidables partout, mais on a surtout vu à quel point la planète était en danger partout, avec des déchets absolument partout, avec le réchauffement climatique, la fonte des glaces, sur tous les continents. Et au fur et à mesure du voyage, puisqu'on a voyagé pendant 1 an, on a eu très très envie, mon conjoint et moi, de faire en sorte que les gens changent leur façon de vivre, ou en tout cas d'avoir un impact sur une petite influence à notre niveau sur la façon dont les gens se comportent. D'accord. Voilà. Donc vous êtes rentré de voyage et qu'est-ce qui s'est passé concrètement Donc en rentrant de voyage, on a été très très vite puisqu'on était partis en congé sabbatique et on a tous les deux négocié une rupture conventionnelle au retour. Ah non, on n'est pas retournés, ni l'un ni l'autre. Et par contre, l'idée, c'était pas de continuer à prendre du bon temps, on avait pris pendant 1 an. C'était vraiment de monter très vite nos projets. Et en France, on a Pôle emploi et cette chance d'avoir un soutien financier qui est finalement le premier incubateur de start-up de France. Par contre, on s'est très vite mis tous les deux dans un incubateur, lui pour son projet et moi pour le mien. Pour se donner une dynamique et un rythme pour monter ce projet. Donc c'était un incubateur parisien de la CCI qui depuis a changé de nom, etc. Mais ça nous a permis, puis après on va parler plus de rue Juliette parce que lui il a fait qu'un petit bout de l'incubateur, moi j'ai fait 2 sessions, 2 programmes, mais ça permet à la fois d'être accompagné, de confronter son projet en permanence aux autres et de ne pas se sentir seul dans ces périodes où on monte un projet. Voilà. D'accord, donc ça vous a pris combien de temps à partir du moment où vous êtes revenu de voyage et l'ouverture de la rue? Mais ça a pris plus d'1 an. Ce qui pourrait sembler normal, en réalité, je voulais aller beaucoup plus vite. Sauf que le Covid nous a rattrapés. On est rentré en septembre 2019. Et en mars, on était tous confinés. Et moi, c'était le moment où je m'apprêtais à... j'étais déjà d'ailleurs en lien avec l'ANRH, on reviendra dessus. Je les avais déjà rencontrés, donc le projet commençait à bien se dessiner. Et en fait, je me suis pas sentie pendant toute cette période de confinement de relancer mes fournisseurs potentiels, mes partenaires potentiels. Tout le monde était dans une galère noire et moi j'arrivais avec mon beau projet, tout propre, tout neuf et tout joyeux et je ne le sentais pas. Donc j'ai perdu un peu de temps sur cette période-là. Et puis par contre, dès qu'on a été libérés, on va dire, on a repassé la seconde et puis on a repris contact avec la NRH pour pouvoir avancer concrètement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce lien avec la NRH, ce qui fait un peu la spécificité de votre projet? Ouais. Alors effectivement, en fait, pour faire du zéro déchet, il y a une chaîne logistique qui est particulièrement importante, surtout sur la partie en ligne. Puisque quand on parle de zéro déchet en boutique, on peut avoir uniquement du vrac. Mais de toute façon, même en boutique, moi, je voulais miser beaucoup sur la consigne. C'est donc du réemploi des contenants. Et sur Internet, c'est forcément 100% de la consigne. Donc, à partir de là, la chaîne logistique était très importante. Et je me disais, plutôt que d'en faire un poids dans le projet, on va en faire un vecteur d'opportunité, d'insertion ou de... en tout cas, je voulais que ce soit confié à des publics fragiles.
Personnellement, j'avais un petit background familial puisque mes parents avaient tous les deux travaillé dans le handicap toute leur vie, donc j'avais à la fois aucune crainte vis-à-vis de ça et en plus je savais à quel point on pouvait leur confier des choses sensibles et que ça se passe très bien. Et donc je me suis tournée vers la NRH parce qu'ils ont une ESAT qui est à côté de chez moi, tout simplement. Et en discutant avec la personne en charge du développement de la NRH, je lui explique toute cette chaîne logistique, ce besoin de lavage, de conditionnement. Et puis je lui explique qu'au-delà du projet digital, il y a cette chose qui me trotte dans la tête, qui est une boutique, qui viendrait peut-être dans un second temps. Et finalement, elle est venue dans un premier temps, puisque la NRH avait une boutique vide, dont il ne faisait plus rien, qui était possiblement à ma disposition. Donc on a signé un accord dans lequel il y a à la fois la mise à disposition de local et la capacité à mobiliser leurs forces vives. D'accord. Voilà. C'était une belle opportunité. C'était une super opportunité. Voilà. Alors à partir de ce moment-là, vous avez pu ouvrir la boutique. Financièrement, comment ça s'est passé Financièrement, ça a été un peu plus compliqué que prévu parce que au départ, ma banque était très rassurante en mode vous avez un bon profil. Effectivement, j'avais été cadre toute ma vie. Enfin, je savais à peu près ce qu'était un business plan. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Et moi, j'investissais dans l'entreprise également. Sauf que le Covid était passé par là, les banques étaient devenues plus frileuses et finalement, en fait, il a fallu, ça m'a pris, j'ai aussi pris du retard parce que là où je pensais avoir un prêt en septembre, je l'ai eu fin octobre. Il a fallu à la fois le soutien de Paris Initiative Entreprendre et la caution de Paris Initiative Entreprendre au travers d'un prêt d'honneur qui a déclenché le prêt bancaire auprès de la NEF, qui est en fait la seule vraie coopérative bancaire de France et qui en plus soutient des projets à impact. Je reviens aux personnes en situation de handicap. Comment ça s'est passé cette rencontre dans un premier temps? De quelle façon vous avez construit cette relation? Avec les équipes. Alors, les équipes, c'est Monsieur Tanguy, le directeur de l'ESAT Paris 13, qui les a choisis, qui me les a présentées. Sans trop me dire de choses sur elle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi qui avais vu les gens avec qui travaillaient mes parents, je trouvais qu'elles étaient quand même très autonomes. Voilà, donc plutôt surprise dans le bon sens. Et on a commencé à apprendre à se connaître et à s'apprivoiser de part et d'autre. Et aujourd'hui, je sais qu'elles adorent venir ici. Je sais que moi, j'apprécie énormément leur présence. Elles font des suggestions, souvent à bon escient, même sur leur travail, ou même des fois de l'organisation de boutique, des choses qu'on pourrait améliorer, des choses auxquelles moi je pense pas forcément. Parce qu'elles sont vraiment dans le quotidien, dans leur quotidien, et des fois c'est des petites choses toutes simples qui nous font avancer. Et puis on apprend, tout le monde a sa personnalité, et moi j'ai 3 personnalités très différentes, voilà. Et j'en ai une qui a appris à plus se contrôler, se maîtriser en venant ici. Et j'en ai une, comme je vous le disais, qui a beaucoup pris confiance en elle en venant ici. Et une autre qui est toujours un peu timide, mais tellement efficace. C'est vraiment génial. Pour elle, c'est un super apprentissage, une expérience professionnelle, c'est ce que vous dites. Peut-être avant justement de partir sur une profession ou un poste. Ouais, peut-être. En tout cas, ça leur fait vraiment tester. Ou en tout cas, c'est une première étape plus confortable. Ouais. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'au début, c'était certainement pour elles très challenging, puisque en ESAT, on a tendance à beaucoup conditionner et tout le temps faire des choses identiques. En tout cas, pendant un bon bout de temps. Ici, ça change toutes les 3 minutes. Ouais. Donc il a fallu quand même qu'elle se fasse au rythme et que moi j'essaye aussi de les préserver et de bien... mais ça je crois que de toute façon j'avais juste envie que ça se passe bien. Donc voilà, mais en tout cas prendre en compte le fait que pour elles ça pouvait être perturbant aussi de changer fréquemment. Mais maintenant, elles savent exactement quand elles arrivent ce qu'elles doivent faire. Elles le prennent. J'ai même pas besoin de leur dire aujourd'hui on fait ça, ça, ça. Elles savent ce qu'elles ont à faire. Et elles participent aussi à des projets particuliers. Ça va. Alors il y a la routine du lavage et du conditionnement, etc. Mais il y a aussi, elles lavent aussi même des choses dans la boutique. Elles ont participé, par exemple, là je vois derrière moi, il y a la vitrine Octobre Rose, puisqu'on est partenaire.
Et l'an dernier, alors cette année non, mais l'an dernier, Béatrice m'avait aidé à faire les fleurs en papier. Enfin voilà, elles sont vraiment dans la réalité de la boutique, de l'aménagement parfois. Voilà, ouais. J'entendais parler, vous mettez en place des ateliers. Ouais. Alors les ateliers, pour le coup, ça se passe le soir à la fermeture de la boutique. Et c'est vraiment orienté autour d'une vie sans déchets, on va dire. Donc ça peut être au niveau culinaire, donc apprendre à faire des conserves, apprendre à faire des confitures, apprendre à faire de la cuisine anti-gaspi. Ça peut être du do-it-yourself cosmétique. Voilà, on est un petit peu sur ce genre de... Ça crée aussi du lien dans le quartier. Des gens qui se connaissent et viennent entre copines, ou des gens qui se connaissent pas du tout, qui sont parfois nouveaux dans le quartier et qui du coup rencontrent des gens. Voilà. Ouais. Donc ils peuvent venir autant par envie de traiter le thème que aussi pour passer une bonne soirée, quoi. Voilà. Super. Et alors, est-ce qu'on a bien expliqué le principe? Oui, donc c'est du vrac, c'est du bio. Alors, c'est bio. En fait, de toute façon, à partir du moment où on va faire du vrac, on ne va pas mettre dedans des produits non responsables. Hein, voilà. Donc en fait, on travaille, on va dire à 95% en bio, mais pas uniquement. Donc je suis certifiée bio. Pour moi, c'était important parce que je ne voulais pas être trop restrictive. Bio, finalement, ça rassure les gens et parfois ils rentrent non pas parce que c'est du vrac, mais parce qu'ils voient le logo bio, quoi. Après, je peux faire de l'agriculture raisonnée. Ça me permet parfois aussi justement de travailler en direct. Ça me permet aussi de travailler avec des plus petits. On travaille avec, je pense, à peu près 70 maisons en direct. Alors, je ne fais pas du 100% direct, mais il y en a vraiment beaucoup. Sur les fruits et légumes, on travaille que de saison, pas d'avion, pas de serre chauffée. Donc, quasi tout est français. On a à peu près 50% de local, parfois plus. Et après sur le reste, on va travailler avec beaucoup de partenaires locaux. Les yaourts, ils sont faits à Saint-Ouen, dans des bocaux consignés. Les jus, alors pas celui-là, pas celui que vous êtes en train de boire, mais j'en ai un autre, le jus de Mama, c'est pareil, il est fait en région parisienne. Voilà, c'est des gens aussi qui font partie du cercle de la consigne. Voilà. Donc, c'est des petits moments. Voilà. Et est-ce que vous sollicitez les dates aussi pour certains produits? Parce qu'il y a certains qui peuvent produire aussi. Alors, en région parisienne, je ne sais pas. Alors, on s'était dit avec Franck Tanguy qu'on essaierait de mettre en place ça. Pour l'instant, on n'a pas eu le temps. Ouais. Alors, j'ai travaillé avec, par contre, 2 marques qui, elles, travaillent déjà avec la NRH. Donc, on a fait un partenariat un peu croisé à ce niveau-là. C'est Max de Génie qui fait des petits... c'est des préparations à pâtisser, en fait. Et ils avaient fait une expérimentation de vrac avec moi. Et Squeeze, que je vends tout le temps, c'est des petites gourdes réutilisables pour les gamins, pour remplacer les pommes-potes. Voilà. Voilà. Alors en termes de partenariat, est-ce qu'on les a tous cités? Vous avez d'autres partenaires sur ce projet Alors ouais, non, il y a d'autres partenaires. Alors déjà en termes on va dire d'inclusion, évidemment la NRH c'est le premier, mais je travaille aussi ici avec 13 Avenir. 13 Avenir, c'est ce qu'on appelle une structure à but d'emploi. Et c'est des gens qui emploient des gens qui justement étaient en fin de droit de tout. Ils prennent les aides sociales et ils leur garantissent en contrepartie un CDI. Et ils adaptent leur activité au territoire dans lequel ils se trouvent. Donc en fait, 13 Avenir, c'était la première structure, je crois c'est quasi la seule, qui est urbaine. Donc ce qu'ils font, c'est ils ont un atelier couture, donc je fais du dépôt-vente de leur création. En parallèle, ils font de la conciergerie d'entreprise, ils livrent les conciergeries avec mes paniers de fruits et légumes. Donc on fait vraiment un partenariat croisé. Ils livrent, alors je travaille avec une coopérative de vélo cargo qui s'appelle Olvo parce qu'ils livrent tout Paris. Par contre, dans le cercle très très proche de la boutique, notamment Ivry, je vais passer par 13 Avenir, voilà, parce qu'ils sont tout près. Donc on est vraiment sur du local et en plus avec un volet, voilà, on sait que c'est du public fragile. Et puis ensuite, nos vrais invendus, on va dire, alors, il n'y en a pas tant que ça dans la boutique, mais quand ça peut m'arriver, on va le redistribuer soit à 13 Avenir qui a aussi un tiers-lieu où ils font à manger, donc je leur donne des trucs. Et il y a aussi Réseau Quartier qui est une association... alors au départ c'est de l'entraide entre voisins, mais c'est beaucoup de solidarité. Et du coup je leur donne aussi des choses régulièrement. Voilà. Oui. Après, en termes de réseau professionnel, justement, alors on a parlé de l'incubateur qui était un premier réseau.
Mais je me suis vite rapprochée de Réseau Vrac. Donc, je suis adhérente de Réseau Vrac. Et je suis également adhérente de Réseau Consigne. Je pense que s'il y a des porteurs de projets, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut qu'un projet soit toujours étudié d'un point de vue professionnel et viabilité. Et il faut connaître ses cercles. Et ça permet aussi de rencontrer ses pairs, d'échanger beaucoup entre nous, que ce soit pour trouver des fournisseurs, mais aussi sur les galères qu'on peut traverser, etc. Voire se rendre des services, on le fait clairement. Et Réseau Vrac, typiquement, c'est eux qui m'ont formé sur tout ce qui était règles d'hygiène liées au vrac, etc. Tout ce qui était lié à la vente en vrac. Ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, si on essaie de se sortir quelques conseils, ouais. L'histoire évidemment du réseau est très important, mais pour le coup, il faut cibler un peu, c'est ça. Tout à fait, il faut chercher en fait son réseau. Surtout quand on change de milieu, comme moi c'était mon cas. Clairement, mon milieu professionnel d'avant, il est super sympa, mais ils viennent de temps en temps me faire un coucou ou ils likent mes publications sur les réseaux sociaux. De temps en temps, ils peuvent me passer une commande, mais globalement, c'est pas eux qui vont m'aider vraiment sur la vie au quotidien de l'entreprise. Ouais. Voilà. Et par rapport à votre modèle économique, est-ce que vous avez des financements extérieurs pour faire fonctionner un petit peu votre boutique ? Alors en fait, j'ai eu l'an dernier, j'ai répondu à un appel à projet qui s'appelait Alimentation durable et solidaire, lancé par la ville de Paris. Et j'ai obtenu une belle subvention de fonctionnement qui nous a sauvés clairement l'an dernier. Notamment parce que j'avais cette spécificité, je suis une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Voilà, et clairement, il faut être, pour y avoir droit à une société de l'économie sociale et solidaire. Et cette année, il m'octroie aussi une subvention d'investissement. Et là, je vais aussi chercher des petites aides de la région, mais c'est tout petit, pour l'instant en tout cas. Mais en tout cas, c'est effectivement, quand on a droit à des aides, c'est quand même bien de les solliciter, surtout en ces temps un peu difficiles. Même si évidemment l'objectif c'est surtout pas de se reposer sur les aides et les appels à projets. Le but c'est que votre business plan il tourne tout seul. C'est ça. Voilà. Mais ça nécessite quelques années, j'imagine. En tout, il faut 2-3 ans. Ouais, clairement ça va mieux que l'an dernier. On n'est pas au bout du chemin. Voilà. Et actuellement vos besoins, est-ce que vous avez des besoins particuliers ou des axes de développement Alors j'ai surtout des axes de développement. Moi, aujourd'hui, la réalité de rue Juliette, c'est une boutique, c'est un site web qui existe, qui livre donc tout Paris, mais où l'activité web nécessite vraiment de se développer beaucoup. C'est aussi donc pas mal d'investissements en termes de communication. Et c'est ça qui coûte cher. Donc voilà, donc mon besoin il est là-dedans. Il y a 2-3 choses en termes de boutique, mais on arrive quand même au bout. On va dire, ça va être, par exemple, j'ai toujours pas d'enseigne, donc de mettre une enseigne. Voilà, mais c'est surtout le développement web, le développement digital. On a tout fait avec une plateforme existante. Par contre, il y a quand même beaucoup de spécificités avec la consigne. Et en termes de parcours client, etc., aujourd'hui, on a besoin de faire des développements sur tout ce qui est suivi de consigne. Et voilà, et notamment, c'est là-dessus que la mairie de Paris va m'aider. Et la région un petit peu. Et donc, d'ici quelques mois, on devrait avoir un truc un peu plus solide, même si ça fonctionne déjà. Oui, ça fonctionne bien. Donc en fait, aujourd'hui, il y a 3 personnes, comme je le disais, qui à tour de rôle travaillent dans la boutique. C'est Noura, Fatima et Béatrice. Voilà. Cette idée justement de pouvoir embaucher des personnes en situation de handicap, ce que vous disiez, c'est un atout considérable par rapport à votre activité, puisqu'elles sont force de proposition et voilà, vous êtes vraiment dans votre activité. Et est-ce que vous pensez que ça vous permet aussi de contribuer à sensibiliser un peu le grand public Alors je pense que ça change clairement le regard sur le handicap. Ici, elles ne sont pas cachées, elles sont dans la boutique avec nous. Et c'est sûrement aujourd'hui peut-être ma première source de fierté. Parce que justement on les voit s'épanouir et on voit les clients. La première fois que j'ai demandé à Béatrice de servir une cliente, j'ai cru qu'elle allait se décomposer complètement. Ça a été beaucoup plus long que si ça avait été moi. Mais une telle source de fierté derrière. Et la cliente qui n'avait peut-être pas compris pourquoi Béatrice mettait autant de temps. Derrière, je lui ai juste dit,
que Béatrice travaillait en ESAT et donc était en situation de handicap et qu'elle était très contente de l'avoir servi. Et la personne est allée remercier Béatrice. Et pour la deuxième fois, j'ai cru que Béatrice allait s'effondrer. Mais mais du coup, c'était un tellement joli moment que j'aime bien le raconter. Et effectivement, ça peut être juste aussi simple que ça. Voilà. C'est ça. Pouvoir ouvrir le monde du handicap à des personnes de l'extérieur. Complètement. Et voilà, c'est donnant-donnant pour tout le monde, c'est très bénéfique et ça permet d'apporter. Ça apporte complètement. De toute façon, cette boutique, si moi je l'ai voulu, c'était justement pour remettre de l'humanité et c'est exactement ce qui se passe. À la fois parce qu'il y a Béatrice, Noura et Fatima qui sont là, mais également parce que c'est tout sauf un supermarché et qu'ici en fait on fait les courses par plaisir et on prend le temps de faire les courses. Voilà. D'ailleurs, vous proposerez, peut-être dans un deuxième temps, de donner la possibilité aux personnes de venir s'installer. Vous faites un peu déjà ce que Oui, alors effectivement, on a la discussion du lien dans un quartier et du relationnel. Ah, mais c'est déjà le cas. Alors il y a déjà le cas avec les ateliers, mais typiquement, voilà, on est installé sur la terrasse estivale, donc qui va disparaître dans quelques jours. Mais on peut ici s'asseoir. D'ailleurs, c'est une grande table pour partager, pour discuter entre soi. Ici, il n'y a que de l'habitat social autour de nous. Moi, quand j'ai les petites voisines qui viennent boire un petit jus comme nous et prendre un petit cookie en discutant, c'est gagné. On est aussi avec des voisins en train de proposer un budget participatif pour faire du jardin partagé ici et notamment en intégrant dedans les ZAT peut-être mais certainement la masse où là c'est un foyer pour gens handicapés et l'idée c'est qu'ils puissent accéder à ce jardin. Très bien. Voilà. Donc ça a amené votre en fait ça crée du lien, ça crée du lien. De projet dans le projet. Ça donne un petit peu une énergie positive dans le quartier. Ça. Voilà. Ouais. Et beaucoup d'inclusion, donc voilà. c'est formidable, c'est gagné. On verra. Merci Juliette, en tout cas un beau projet. Merci. De réussir, vous avez déjà réussi. Voilà, merci bien. Partie du projet, mais de continuer en tout cas et merci à vous. Bonne journée. Merci. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Juliette pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenu sont un projet inclusif en lien avec la protection de l'environnement, la valorisation des travailleurs handicapés à travers un commerce de proximité, l'inscription du handicap dans la culture d'entreprise dès sa création. N'hésitez pas à vous rendre chez Juliette pour vos achats responsables au 1 rue Trollet de Prévost dans le 13e à Paris. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogée-6ess.org. À très bientôt.